Hey, salut tout le monde, c'est Mister Matheus. Après 11 ans d'existence, la F700 GS, qui était apparue donc en 2007, a enfin cédé sa place à sa remplaçante, à savoir la F750 GS. Plus puissante, plus imposante, plus moderne, BMW ne s'est pas privé de l'équiper de tout l'arsenal technologique jusqu'à maintenant réservé à son vaisseau amiral, à savoir la R1200 GS. En effet, le marché du trail de moyenne cylindrée étant en pleine explosion dans les marchés américains, européens et asiatiques, il aurait été dommage pour le constructeur allemand de ne pas s'engager dans la brèche. La F750 GS devient ainsi un trail totalement routier, parfaitement assumé par BMW, et sa grande sœur, la F850 GS, devient par contre beaucoup plus pensée pour le off-road. Ici, comme vous l'aurez constaté, on va donc se concentrer sur la BM F750 GS que j'ai eu à prêter pendant une semaine grâce à BMW Belgique. Un grand merci à eux d'ailleurs de me l'avoir prêté pendant une semaine, de m'avoir fait confiance. Et donc l'idée c'est que je vais vous partager mon retour d'expérience, mon retour d'utilisation suite à une semaine passée avec dans des conditions d'un motard normal, donc à savoir dans un usage ville, départemental, autoroute, et pas du tout de chemin, ou très peu, parce que BMW m'avait vraiment demandé de ne pas faire de chemin ni de off-road avec, donc j'ai respecté leur demande, donc je ne l'ai pas vraiment utilisé en tout terrain, mais on abordera quand même un petit peu ce sujet-là dans cet essai. Alors, est-ce que les efforts des ingénieurs allemands pour produire un trail routier haut de gamme de moyenne cylindrée est-il réussi? C'est ce que nous allons voir dans cet essai après 1000 km parcourus avec. C'est parti! Donc voilà, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu mes essais moto, vous savez que je fais des essais très complets. Mon but c'est vraiment de vous raconter le maximum de choses et d'informations sur la machine. Donc en moyenne ça va durer une petite demi-heure. Et pendant cette demi-heure, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien à peu près tout. Tout d'abord on va démarrer donc par une présentation complète de la moto et des équipements dont elle dispose. Ensuite, on verra donc l'usage sur route, que ce soit en ville, sur départemental, en interfile et sur autoroute. On traitera brièvement de l'usage en chemin. Après, on abordera la partie entretien et consommation. Puis enfin, on terminera avec la partie des prix et la conclusion. Attaquons donc d'abord par une présentation un petit peu plus détaillée de cette moto, notamment le moteur, puisque ce dernier est 100% nouveau, tout comme le reste de la machine, absolument tout a été refait. Et donc on va retrouver un moteur bicylindre en ligne de 853 cm3 qui va développer 77 chevaux à 7500 tours. La moto est également disponible pour les permis A2 et dans ce cas-là, elle va développer 48 chevaux à 6500 tours. Au niveau du couple, là ça envoie sérieusement puisque ça envoie 83 Nm de couple à 6000 tours minute. Donc si on compare un petit peu par rapport à ma Tiger, il faut savoir que ma Tiger envoie 79 Nm de couple mais à 8000 tours. Donc là vous avez un petit peu plus à 2000 tours plus bas, donc forcément c'est un bicylindre, donc ça va être assez vif, assez énergique comme on va le voir juste après. Et pour les permis A2, là aussi la moto doit vraiment être très fun parce que là ils ont aussi encore plus optimisé le couple. C'est-à-dire que là vous allez avoir 63 Nm, ce qui est normal, vous aurez moins puisque vous avez moins de puissance. Mais par contre il est disponible à 4500 tours minute. Donc vous imaginez, vous avez 63 Nm de couple dès 4500 tours. Donc vraiment, pour les permis A2, je pense que c'est une moto qui doit être aussi très sympa et très amusante à conduire. Au niveau de l'embrayage, donc on va retrouver un embrayage multidisque anti-dribble à commande mécanique, qui est doté donc d'un levier qui est réglable manuellement. Le cadre de la moto est assez classique puisqu'on va retrouver un cadre tubulaire à structure de coque en acier. Au niveau de la fourche et de l'amortisseur arrière, là aussi on ressent bien qu'on est sur une moto routière puisqu'elle va avoir un débattement avant de 151 mm et un débattement arrière de 177 mm. Donc ce serait vraiment très léger pour une moto pensée pour le tout-terrain. Par contre, pour une moto typée trail routier, c'est amplement suffisant. À l'avant, on va retrouver donc une jante en 19 pouces avec des pneus en 110/80. Les freins avant vont être des freins à double disque, flottants de 305 mm de diamètre. Et ces disques seront pincés par des étrians flottants Brembo à double piston. À l'arrière, on va retrouver une jante de 17 pouces avec des pneus en 150 par 70. Et là, on retrouvera un freinage fonctionnant avec un monodisque de 265 mm de diamètre et un étrier Brembo là aussi, flottant à monopiston. Côté garde-sol, on va avoir à peu près 17-18 cm de hauteur, donc c'est bien assez pour pouvoir passer un gros trottoir ou bien alors passer un dodan à bonne vitesse en toute tranquillité. Le réservoir qui se situe ici peut contenir 15 litres d'essence et donc cela porte le poids total de la machine sans le pilote mais avec le plein au complet à 224 kg. Maintenant que vous savez à peu près tout sur la moto en termes de caractéristiques, je vous propose qu'on enchaîne sur la partie équipement. Donc là il faut savoir que j'ai un modèle haut de gamme à prêter, mais de base la moto est assez pauvre en termes d'équipement, c'est vraiment l'essentiel puisqu'on va retrouver un ABS, un ASC, c'est un système d'anti-patinage, on va retrouver un feu arrière LED mais pas LED à l'avant. Bref, c'est vraiment une moto qui va aller pour le coup à l'essentiel, mais le tarif en sera beaucoup plus descendu. Et là, moi, ce que BMW m'a proposé, c'est de tester vraiment le modèle full option. Donc c'est vrai que souvent on va retrouver des prix d'appel, mais globalement les gens achètent quand même tous les packs qui vont avec, puisque là, il faut savoir que BMW propose 4 packs sur cette moto, à savoir le pack confort, le pack dynamique, le pack touring et le pack éclairage. Je prends mes petites notes parce que je voudrais être sûr de louper aucun pack. Et donc là l'idée c'est que je vais vous présenter un petit peu tous les équipements dont est dotée la machine et qui font qu'elle est assez exceptionnelle en termes de rapport équipement cylindré, parce que c'est pas tous les jours qu'on va retrouver des motos avec autant d'équipements sur une moto aussi petite entre guillemets en termes de moteur.
Si on démarre sur l'avant, donc on va retrouver le pack éclairage ici qui va donc apporter un feu LED complet. Donc ça c'est vraiment sympa parce que vous avez une qualité d'éclairage qui est vraiment très bonne. On va retrouver également des clignotants LED grâce à ce biais-là. Ensuite, si on revient sur les rails de la moto, vous avez dû remarquer sûrement cette petite cartouche ici qui correspond à un ESA. Donc en fait c'est un système qui va venir gérer électriquement l'amortisseur arrière exclusivement et pas l'amortisseur avant. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé que l'ESA gère l'avant et l'arrière. On va avoir également des modes de conduite supplémentaires au niveau donc de la commande d'accélération électronique Ride by Wire. Donc on va avoir en plus du mode pluie et route, on va également retrouver un mode dynamique et un mode enduro qui vont permettre en fait d'adapter la moto pour avoir une conduite soit beaucoup plus sportive dans le cadre du mode dynamique, soit un petit peu typé chemin dans le cadre du mode enduro. Et donc qu'est-ce que ces 4 modes de conduite viennent influencer? Eh bien ça va venir changer donc la réponse à la poignée de gaz, ça va changer un petit peu la cartographie moteur, ça va venir changer également l'amortissement et ça va également venir changer donc la sensibilité de l'ABS et du traction control, donc autrement dit ça vous change un petit peu la moto à chaque fois que vous changez de mode. Sur ce modèle toute option, on va également donc retrouver la béquille centrale qui n'est pas fournie de série sur la machine et qui là donc est fournie en option. Si on descend un peu plus bas, vous avez sûrement dû remarquer cette petite bonbonne ici en fait qui est un shifter appelé donc par BMW Shift Assistant Pro. Donc ce shifter est capable de gérer la montée et la descente des rapports. J'ai pas été super convaincu par l'efficacité de ce dernier parce qu'il faut vraiment monter assez haut dans les tours pour pouvoir s'en servir pour monter les rapports. Et il faut vraiment appuyer assez fort pour descendre les rapports, donc c'est un petit peu bizarre. Et au final, je l'utilisais vraiment que dans les situations où j'avais envie de m'amuser en mode arsouille, sinon la plupart du temps, j'utilisais le levier de vitesse qui est ici. Autre équipement très pratique et très agréable au quotidien, et d'ailleurs je pense que BMW est le seul à proposer ça sur un moteur de 750 cm3, c'est le Keyless Ride, donc à savoir le démarrage sans clé. Il suffit donc simplement d'avoir la clé dans votre poche, et vous pouvez comme ça démarrer la moto sans clé. Vous pouvez également ouvrir le réservoir sans clé. Le seul moment où il faudra encore une clé, c'est pour ouvrir la selle. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, comme on est sous la selle, je vais vous parler de ce qui se trouve en dessous. On va retrouver donc un petit logement en fait situé à l'arrière qui va vous permettre de ranger des petites choses. Là, on va d'abord retrouver plutôt la trousse à outils. Et c'est à peu près tout. Mais au moins, il y a quand même de quoi ranger un tout petit U, mais pas vraiment des grosses choses, comme la plupart du temps sous les motos. Et sur l'avant, sous la selle, on va donc retrouver la batterie qui reste complètement accessible avec les fusibles. Dernier équipement à aborder avant de vous parler donc de tout ce qui se trouve au niveau du poste de pilotage, c'est la présence d'un amortisseur de direction qui est juste ici et qui là aussi est vraiment très agréable sur autoroute ou bien alors quand on va rouler un petit peu en mode arsouille. C'est un bon petit plus qui va améliorer le plaisir de conduite avec cette machine. Dernière zone à détailler qui est vraiment ma zone préférée, c'est ici quand on est assis sur cette moto et c'est tout le tableau de bord puisque vraiment c'est un vaisseau spatial. Il y a à peu près tout ce qu'il faut en termes d'écran, de boutons et tout est vraiment très ergonomique une fois qu'on s'est habitué en fait au fonctionnement de ces différents boutons et à leurs intérêts respectifs. Donc cela peut effrayer un petit peu au début quand on voit toute cette armada de boutons, mais vous allez voir qu'on s'y fait très vite. Donc déjà il faut savoir que le premier bouton qui est assez particulier dont je souhaitais vous parler, donc qui est là aussi une option, j'aimerais bien en fait que ça se généralise à ce genre de choses parce que c'est vraiment très bien, c'est la fonction e-call. Donc vous voyez en fait sous cette petite trappe, on a un bouton SOS qui vous permet vous-même d'appeler les secours en cas de problème. Donc ça on va dire c'est assez classique, mais quand même ce qui est à noter c'est qu'il y a une carte SIM qui est intégrée avec un haut-parleur et un micro dans la moto. Donc directement vous pouvez appeler les secours sans que votre téléphone fonctionne. Donc ça c'est vraiment bien et vous tombez donc sur l'assistance BMW qui est capable de récupérer vos coordonnées GPS et toutes les informations pour faire venir les secours. Mais là où le système va beaucoup plus loin, c'est qu'il y a un détecteur de chute intégré dans la moto. C'est-à-dire que si la moto détecte qu'il y a un accident, qu'il y a un problème et donc qu'elle est à terre, elle affichera en fait un message sur votre tableau de bord en disant on a détecté une chute, est-ce que tout va bien? Si oui, tout va bien, maintenir le bouton SOS pendant 10 secondes pour annuler l'appel. Et s'il ne se passe rien parce que vous êtes inconscient ou que vous ne réagissez pas, eh bien automatiquement ça appelle les secours. Donc voilà pour le bouton e-call, je ne l'ai pas testé personnellement parce que je ne me voyais pas casser la moto de BMW pour vérifier que le système fonctionne. Mais clairement il n'y a pas de risque que ça ne fonctionne pas. J'ai déjà vu pas mal de vidéos sur internet où les mecs faisaient des démonstrations et ça a l'air vraiment super efficace. Donc vraiment ce système là très sympa. En tout cas moi ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y a pas besoin de son téléphone pour que ça fonctionne. Il y a vraiment une carte SIM intégrée et il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à payer. C'est inclus en fait directement dans le coût de l'achat de l'option sur la machine. Sinon à part ce petit bouton là c'est assez simple. Donc sur la partie droite on va retrouver le bouton pour démarrer et arrêter la moto. On va retrouver le bouton mode qui va permettre donc de choisir l'un des 4 modes de conduite dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Rain, Road, Dynamique et Enduro. Au-dessus, on va retrouver des poignées chauffantes qui sont réglables sur 4 niveaux, 0, 1, 2 ou 3. On aura d'ailleurs l'affichage qui va se faire directement au tableau de bord pour indiquer si les poignées sont actifs et sur quel niveau. Ensuite, au centre du guidon, on va retrouver donc un bouton pour démarrer la moto grâce au système de démarrage sans clé. Petit détail d'ailleurs, si vous souhaitez verrouiller la colonne de direction, il suffit de maintenir le bouton pour que vous entendiez un petit claquement et hop, le système est verrouillé et ça ne bouge plus. Et enfin, sur la partie gauche de la moto, donc on va retrouver tous ces commodos qui sont vraiment les éléments centraux de la moto. Donc on va retrouver la fameuse molette BMW qui est présente sur les BMW R1200 GS et R1200 RT depuis
pas mal d'années, et bien là voilà, on la voit débarquer donc sur les moyennes cylindrées, donc c'est très simple, hein. Pour naviguer, donc on peut monter de haut en bas comme ça, on va de gauche à droite par ici et de droite à gauche par ici. Ensuite donc on va retrouver le bouton menu qui permet de monter et descendre dans l'écran qui est juste derrière, dont on va parler juste après. Le bouton vers le haut pour gérer l'ABS, vers le bas pour la suspension, les clignotants, le klaxon, la gestion de l'allumage automatique des phares, comme ça vous pouvez l'activer ou le désactiver en fonction de votre besoin, les warnings, le bouton pour désactiver le régulateur de vitesse, activer le régulateur de vitesse, donc ça c'est le bouton d'activation physique, et après pour le mettre en marche sur l'autoroute ou sur la route, c'est très simple, on fait un petit coup vers le bas, ça active le régulateur de vitesse, après on peut descendre d'1 km/h à chaque fois en appuyant comme ceci, monter d'1 km/h en appuyant comme ceci. S'il est désactivé et qu'on veut le remettre, on fait un petit coup comme ça et il revient à la vitesse qui avait été mémorisée précédemment. Et enfin, le dernier bouton qui est juste derrière, c'est le petit bouton d'appel de phare et de plein phare. Donc vous voyez, ça peut peut-être un peu surprendre au début, on se dit oh là là, c'est quoi tous ces trucs? Et en fait, on s'y fait très très vite. Mais c'est vrai qu'au début, ou pour les moins technophiles d'entre vous, ça peut être un petit peu frustrant au début parce qu'il faut s'y repérer, mais on prend très vite le coup de main. Attaquons maintenant donc la dernière partie, la partie centrale avec tous les écrans. Donc bien entendu, sur le côté ici, vous aurez repéré donc une prise mini DIN pour brancher un allume-cigare ou un système USB directement via un adaptateur. On va retrouver donc le fameux GPS BMW Motorrad Navigator 6, donc qui est en fait un Garmin, mais qui va avoir des fonctions spécifiques pour BMW, avec donc tout un tas d'applications qui vont permettre donc de pouvoir avoir les informations sur sa moto par exemple, pour comprendre exactement le statut, les informations. Et il est vraiment super agréable à manipuler, il est réactif, les cartographies sont vraiment très bonnes, il est super efficace en termes de fonctionnalité puisqu'on va pouvoir aussi contrôler son smartphone avec sa musique, on va pouvoir avoir plein d'informations. Bref, il marche vraiment très bien et en plus le petit plus c'est que comme là il est connecté directement à la machine, vous pouvez entièrement le piloter grâce à la petite molette qui est juste ici. Il suffit simplement de maintenir le bouton ici vers le haut pour passer en mode navigation sur le tableau de bord. Et là donc vous voyez maintenant je peux piloter directement le système avec la carte directement dans le GPS. Donc vous voyez je peux zoomer, je peux dézoomer. C'est vraiment super agréable à manipuler au quotidien et c'est vraiment pratique parce que ça évite de lâcher les mains du guidon. Dernier détail à savoir, il est verrouillé et protégé sur la moto grâce au système de clé qui est fourni donc sur votre clé de moto. Ça vous permet comme ça de le démonter ou de le remonter très facilement et surtout de le protéger pour éviter tout risque de vol. Et enfin, dernière partie qui pour le coup est vraiment ma partie préférée, c'est la partie connectivity. Donc c'est cet écran TFT gigantesque de 6,5 pouces. Donc c'est vraiment énorme en termes de taille. Pour moi, c'est le plus gros que j'ai jamais vu sur une moto. Et pour le coup, là, je pense que vraiment BMW a réussi quelque chose de très poussé, très réussi. Donc déjà, le premier détail qui choque en fait quand vous le démarrez, c'est que c'est un écran qui fonctionne à 60 Hz, c'est-à-dire 60 images par seconde. Il en résulte un écran qui est particulièrement fluide et qui donne une impression de vitesse et de réactivité vraiment impressionnante. Et ça, vraiment, c'est super agréable à manipuler au quotidien. Là, sur la vidéo, vous ne le verrez pas puisque je filme à 24 images par seconde. Mais imaginez qu'en réalité, l'écran va 3 fois plus vite en termes de fluidité et c'est vraiment bluffant. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir en concession si vous voulez vous rendre compte un petit peu de cet écran Connectivity. Et là où ça va vraiment très loin, c'est qu'il fonctionne avec une application smartphone, donc que vous avez directement installée sur votre téléphone Android ou iOS. C'est l'application BMW, vous la téléchargez directement sur le Play Store ou sur l'App Store. Et ce qui est génial, c'est que vous avez accès à une quantité de choses qui sont vraiment super agréables. Donc vous pouvez par exemple accéder à la localisation de votre moto, savoir combien vous avez roulé avec votre véhicule, savoir combien il reste d'essence, quand est la prochaine maintenance. Donc ça c'est vraiment pour la partie des informations sur la machine en tant que telle. Et également ce qui est vraiment appréciable, c'est que vous avez toute la partie navigation. Alors là, c'est quoi la partie navigation? Là en fait c'est assez simple, vous avez un peu le GPS TomTom pour smartphone intégré directement dedans. Et c'est vraiment littéral puisqu'on retrouve vraiment la cartographie TomTom et le guidage TomTom à l'intérieur de cette application. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez télécharger directement les cartes dans le smartphone. Donc c'est jamais du streaming de cartes, donc même si vous n'avez plus de réseau, vous pouvez quand même continuer à naviguer. Et le fonctionnement est super simple, hein. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous allez dans la partie navigation, vous faites rechercher, vous tapez l'endroit où vous souhaitez aller, vous activez sur démarrage guidage, guidage actif, et là qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez ranger votre smartphone puisque directement le guidage va s'afficher sur l'écran. Donc bien entendu, on n'aura pas les cartes qui vont s'afficher comme sur un GPS classique, on aura seulement les directions. Donc gauche, droite, première sortie, prendre la sortie, combien de distance, quand est-ce qu'on arrive au point de destination, s'il y a des embouteillages sur la route. Donc ça vraiment c'est une petite bombe je trouve ce truc, ça marche super bien. Et là où c'est pas mal, c'est que vous avez plein d'options de réglage. Vous n'êtes pas obligé de faire que du trajet pour aller au plus court ou au plus rapide. Vous pouvez aussi mettre du trajet sinueux puisque comme on est sur la cartographie TomTom, vous avez accès en fait à tous les modes sinueux de l'application TomTom classique que vous retrouvez sur un smartphone ou un GPS. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un guidage complet qui peut être vraiment très fun. Donc ça c'est la partie navigation qui est vraiment super sympa, mais cet écran ne fait pas que ça bien entendu. On peut accéder à tout un tas d'informations sur le véhicule, donc notamment en temps réel, la température moteur, la pression des pneus, puisque la moto est équipée de systèmes de pression électronique pour détecter quand les pneus sont plus à bonne pression. On a un système également indiquant la tension de batterie restante, l'autonomie restante sur la moto,
les journaux de bord qui sont vraiment hyper détaillés avec les durées, les trips, la vitesse moyenne, la consommation moyenne, l'autonomie restante. Donc on a 2 trips totaux. On a également donc l'information détaillée sur les pressions de gonflage réelles et les spécifications requises sur les pneus. Comme ça, vous pouvez savoir en temps réel s'il vous manque de la pression ou pas sur vos pneus. Et enfin, on va retrouver donc toutes les informations de maintenance sur la prochaine date de révision et également dans combien de kilomètres il faudra faire cette révision. Donc ça, c'est pour la partie information sur la moto. Ensuite, les 2 dernières parties, ça va être tout ce qui est la partie média qui va vous permettre en fait d'écouter la musique. L'idée en fait, c'est que vous allez connecter à ce petit écran votre téléphone en Bluetooth. Donc ça, c'est déjà fait avec l'application, hein, vous en avez besoin pour le guidage. Mais vous allez également connecter votre système intercom à la moto directement. Et en fait, lui va jouer un rôle de passerelle entre votre intercom et le smartphone. Et donc il va faire un pont entre les deux qui vous permettra comme ça de tout contrôler depuis cet écran et surtout depuis le guidon. De ce fait, dans la musique, je vais pouvoir faire play, pause, précédent, suivant, savoir quelle est la chanson en cours, donc c'est hyper agréable quand vous êtes en train de rouler, comme ça vous pouvez savoir c'est quoi le titre et surtout changer de titre si ce titre-là ne vous plaît pas. Donc pour moi qui suis un gros fan d'écoute de musique en moto, c'est vraiment hyper agréable à manipuler. Ça fonctionne bien, par contre il faut absolument que vous ayez un intercom qui soit compatible, donc c'est-à-dire un intercom récent. Si vous n'avez pas un intercom qui est Bluetooth 4.0 ou Bluetooth 3.0, ça ne fonctionnera pas correctement, donc faites attention. Si vous avez des vieux intercoms, il faudra peut-être vous rééquiper si vous achetez ce genre d'équipement pour votre nouvelle moto. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie des réglages. On va retrouver absolument tous les réglages pour connecter son smartphone et son intercom à la moto, gérer les paramètres d'affichage, gérer les informations, l'heure, les réglages, enfin bref, c'est extrêmement simple à manipuler, hein, vous le voyez. Quand je vais aller dans les menus, je fais vers le haut ou vers le bas. Une fois que je suis dans un menu, je fais vers la droite pour aller à l'intérieur. Et à chaque fois on avance comme ça et on recule en faisant vers la gauche. C'est exactement comme un système d'iPod, hein, sur les vieux iPods des anciennes générations, un peu aussi comme sur la KTM que je vous avais montré précédemment et sur ma Tiger. Donc c'est vrai que tous les constructeurs reprennent ce système d'interface assez simple, assez ergonomique pour le coup et qui permettent de naviguer très vite dans la moto. Donc voilà pour la partie connectivity, je souhaitais prendre vraiment quelques minutes pour vous en parler parce que c'est vraiment la pièce maîtresse, hein, je trouve, de ces nouvelles BMW, que ce soit la R1200 GS, la F850 ou la F750. C'est vraiment un super écran, je trouve que BMW a super bien travaillé sa partie applicative qui est très stable, qui ne bug pas, et également donc toute la partie interface qui est pour le coup très fluide et très réactive, et c'est vraiment hyper agréable au quotidien. Là sur toute la semaine où je m'en suis servi, ça a jamais planté une seule fois, donc vraiment c'est un système sur lequel on peut compter qui est vraiment très stable. Donc là vous allez vous dire, vraiment il y a quand même beaucoup de choses, hein, sur cette moto, il manque vraiment pas grand chose. Mais au final, qu'est-ce qui manque sur cette machine? Moi je dirais qu'il manque quand même 2-3 petits trucs. Donc déjà il manque des pare-mains, là aussi c'est encore une option, j'aurais bien aimé que ce soit de série quand même sur un trail, c'est la moindre des choses de mettre des pare-mains. Surtout des pare-mains plastiques, hein, juste pour protéger du vent, pour que ce soit plus confortable, ça aurait été vraiment un plus. Peut-être aussi proposer une selle chauffante en option, puisque ça c'est des choses qu'on va retrouver par exemple sur les Tiger 800 de série pour le coup sur les modèles haut de gamme. Là vous n'avez même pas l'option selle chauffante qui est disponible ou proposée dans le catalogue d'accessoires BMW. Je pense que ça aurait été sympathique que BMW propose cette option. Et enfin les deux autres choses je trouve qui peuvent potentiellement manquer sur cette machine, c'est une fourche réglable à l'avant, parce que là vous voyez elle n'est absolument pas réglable, donc on y reviendra juste après, j'en parlerai un peu plus sur la partie route. Mais ça c'est vraiment aussi un manque, je pense que ça aurait été vraiment un gros plus même sur une routière pour pouvoir adapter la machine vraiment à tous les poids et tous les types de pilotes. Et enfin le dernier manquement que je trouve sur cette machine, c'est tout ce qui est la partie protection au vent sur la partie bulle. Pour le coup elle est vraiment très courte, on a l'impression un peu d'avoir un roadster, il n'y a pas vraiment de protection au vent. Et la bulle haute qui est proposée par BMW n'est autre que la bulle haute entre guillemets de la F850 GS qui est à peine plus haute, elle est jusque là. Et ça c'est dommage, j'aurais trouvé ça sympa que BM propose une vraie bulle haute, peut-être jusque là, pour vraiment protéger du vent. Bien entendu, c'est pas super grave parce que les accessoiristes vont s'en donner à cœur joie, hein. J'ai déjà vu Wunderlich sortir une bulle haute spécialement pensée pour la 750 et la 850 GS qui montent jusque là et qui coûtent dans les 200 €. Donc voilà, on peut tout à fait rajouter ce genre de choses. Mais pour une moto à vocation routière, je pense que ça aurait été pertinent d'ajouter 2 séries ou en option dans les packs confort, dynamique ou touring, d'intégrer une bulle beaucoup plus haute pour justement protéger mieux le pilote. Côté finition, là aussi il n'y a pas grand chose à redire, c'est vraiment très bon, c'est du très haut niveau, les plastiques sont de bonne qualité, les boutons sont agréables à utiliser, il n'y a pas de fil qui dépasse nulle part, tout est bien fait à peu près partout. C'est pas non plus parfait, je pense qu'il y a quand même des petits détails qui auraient pu être travaillés jusqu'au bout. Là on sent qu'il y a un petit décalage quand même entre la volonté haut de gamme que veut se donner BMW sur la machine et certains détails qui sont pour le coup je pense un oubli un petit peu gênant. Je pense notamment à tous les boutons ici qui ne sont pas rétroéclairés. J'ai ça sur la Tiger 800 XECA et clairement quand vous avez plein de boutons sur le guidon, c'est un vrai bonheur d'avoir les boutons rétroéclairés la nuit parce que ça vous évite de vous paumer. Donc je sais que les boutons sont tous différents, mais quand vous avez des gants, vous n'avez pas le même feeling que quand vous n'avez pas de gants. Et c'est quand même plus agréable de pouvoir jeter vite fait un coup d'œil pour savoir où est-ce qu'on appuie, plutôt que de faire ça à l'aveugle et potentiellement se tromper entre le bouton menu et le bouton ABS,
ou le bouton warning et le bouton des phares automatiques. Donc j'aurais bien aimé aussi ça qu'il l'intègre de série ou bien alors simplement dans le pack éclairage qu'il propose. Et enfin la dernière chose que je trouve qui est moyennement intégrée, c'est le SA qui est la grosse cartouche ici sur le côté. Ça aurait peut-être été plus sympa qu'ils arrivent à mieux la masquer, je sais pas, peut-être sous la selle ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas moche non plus, c'est quand même bien intégré, mais je pense que ça aurait plus gagné en fluidité et en légèreté de carrément l'intégrer peut-être sous la selle. Après je sais, il y en a déjà d'avance, ils vont essayer de me faire la blague dans les commentaires de cette vidéo. Ah non mais de toute façon c'est pas une vraie BM, c'est une moto chinoise. Alors je sais, c'est une moto qui est fabriquée par Longsin en Chine, donc c'est un fabricant qui fabrique énormément de motos, mais c'est pas parce que c'est fait en Chine que c'est pas de la qualité. Vous pouvez avoir tout à fait des motos qui sont très bien finies et qui sont fabriquées en Asie. Je pense par exemple à la Tiger 800, elle est fabriquée entièrement en Thaïlande et elle est très bien en termes de finition. En fait, la grosse différence, c'est que si vous ne donnez pas d'argent et de moyens à un manufacturier pour qu'il fasse quelque chose de bien, il fera quelque chose de pourri. Donc que vous fassiez une moto bas de gamme en Allemagne ou en Chine, le résultat sera moyen dans les deux cas. Et à l'inverse, si vous faites une moto haut de gamme, que ce soit en Chine ou en Allemagne, avec des critères et des exigences vraiment haut de gamme, forcément vous aurez une moto à la finition qui va être de très bonne facture. Bon, ça y est, cette fois le tour du propriétaire est réellement fini. Je vous propose qu'on enchaîne avec la partie usage sur route. Et donc tout d'abord, la première chose moi qui m'a vraiment surpris, c'est quand j'ai enfourché la moto, parce que clairement, vous voyez, je m'assois dessus, on est super bien calé, on est vraiment en confiance en termes de hauteur. Même une personne d'1m70, elle peut se lancer sur le trail grâce à cette moto. Et ça, c'est ce que j'apprécie en fait, c'est qu'elle reste accessible à beaucoup de motards. La selle par contre n'est pas réglable en hauteur, donc c'est vraiment absolument 815 mm de haut, il n'y a pas d'autre solution. Si vous souhaitez une selle plus haute, il faudra passer par la case option avec la selle confort pour monter à 840 mm. Et si vous souhaitez une selle plus basse, dans ce cas-là, il faudra passer aussi par la case option avec la selle rabaissée. Autre petit détail sur cette selle, elle est un peu glissante quand vous avez un pantalon spécifique moto. Là, vous voyez, quand je suis en jean ou en jean moto, ça pose pas de souci, elle glisse pas. Par contre, dès que j'ai un pantalon moto touring, donc en textile spécifique, là ça glisse assez fort. Donc faut faire attention parce que si vous faites un freinage un peu trop appuyé, vous pouvez vous retrouver avec les balls directement sur le réservoir. Mais une fois que vous vous êtes bien calé sur la selle en bloquant un peu la moto avec vos genoux quand vous faites un bon freinage, c'est vraiment hyper agréable. En plus, il y a un petit dosseret sur l'arrière vu qu'elle est creusée. Et quand vous reculez comme ça, que vous êtes sur autoroute, c'est super agréable parce que vraiment vous avez comme ça cette sensation d'être un petit peu calé sur l'arrière, vous avez les bras bien tendus, vous avez le buste bien droit, donc pour le coup la position est vraiment très réussie sur cette moto. Un petit mot tout de même sur la partie selle passager, donc là pareil, la selle passager est vraiment large, vous avez largement de quoi caser un fessier sans vous retrouver sur un micro morceau. Là vous avez vraiment de la place, donc c'est hyper agréable d'être assis dessus. Les repose-pieds sont très larges avec un bon caoutchouc, donc vous ressentez pas spécialement de vibration quand vous avez les pieds posés dessus. Donc là aussi, si vous avez besoin de faire un peu de duo de temps en temps, c'est pas du tout un souci pour cette moto. La deuxième chose qui m'a surpris vraiment en positif sur cette moto, c'est ce petit moteur de 850 cm3 qui est vraiment super marrant à utiliser. Il est espiègle, il est joueur. Alors pourquoi j'utilise ces mots là? Tout simplement parce qu'il tracte vraiment bien. C'est un bicylindre qui est efficace, il a beaucoup de couple, pas trop haut dans les tours, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne patate en permanence. Et pour le coup, c'est hyper agréable à utiliser dans toutes les situations de type ville, autoroute, départementale, bref, tous les endroits où on a envie de tirer un petit coup sur la poignée, il réagit directement. Et ce qui est sympa, c'est que comme il est pas trop puissant, que la moto elle est globalement pas trop lourde, qu'elle est assez basse et qu'elle est bien posée sur ses suspensions avant et arrière et qu'on a un bon freinage, résultat ça en fait une moto qui est parfaitement maîtrisable. J'aime également beaucoup la sonorité du moteur et surtout du pot d'échappement qui vont surprendre. Je pense notamment aux fois où j'ai démarré la moto à côté d'autres motards, ils étaient assez surpris, assez étonnés en fait du côté rugueux, du côté rauque que dégageait l'échappement, et il y avait un petit côté assez charismatique et paradoxal parce qu'on s'attend pas à avoir un bruit comme ça qui sort d'une machine entre guillemets aussi petite, parce que ça reste quand même une 800 par rapport à une 1200 GS classique. Et donc je vous laisse écouter un petit peu la mélodie de ce moteur qui devrait sûrement vous surprendre également. Dernier point à signaler que j'aime bien essayer à chaque fois sur les motos, c'est le 0 à 100. Il se réalise en 4 secondes 5, j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. Et là je vous montre un petit extrait. Vous voyez, on sent que le moteur il tire bien, qu'il a de la patate. En plus avec le shifter intégré, ça permet vraiment de ne pas perdre de temps sur le rapport. Et c'est ce qui permet comme ça d'atteindre le 0 à 100 en 4 secondes 5. Alors que la moto fait 77 chevaux, je vous le rappelle, donc vraiment c'est pas mal du tout. Au niveau style de conduite, là aussi j'ai trouvé qu'on sentait bien les différences entre les 4 modes de conduite différents. On sent vraiment que la moto se durcit avec le mode dynamique, qu'elle est un peu plus souple et confortable en mode road, qu'elle est vraiment très douce et très lisse en mode rain. Donc c'était nickel, on sentait bien la différence sur l'amortisseur arrière, on sentait bien la différence sur l'accélérateur. Mais par contre, on ne sentait absolument aucune différence sur la fourche à l'avant, puisque malheureusement, comme je vous le disais juste avant, la fourche avant n'est pas réglable, elle n'est même pas contrôlée par l'électronique de l'ESA, il n'y a même pas de petite molette pour le régler à la main, ce qui fait qu'il y avait une légère tendance de cheval à bascule, mais pas trop encore marquée, parce que moi je ne fais que 65 kg, donc ça reste relativement léger.
Par contre, des personnes qui vont faire plus de 80 kg, je pense que cette moto-là va vraiment pas être terrible pour eux parce que justement, l'amortissement ne pouvant pas être réglable à l'avant, vous risquez de plonger énormément ou de talonner assez vite sur des trous ou des choses comme ça quand vous allez être justement plutôt typé armoire à glace, donc dans les 85, 90 kg, 100, 120 kg, ça dépend après les motards. Mais il y a des sacrés armoires à glace. Si vous êtes plutôt dans mon style, donc motard entre 60 et 80 kg, et que vous faites donc entre 1m70 et 1m85, 1m90, je pense que la moto devrait vous aller, vous devriez être bien à l'aise dessus et vous n'aurez pas justement ce côté cheval à bascule à chaque freinage. Moi en tout cas je l'avais pas trop et donc c'était vraiment agréable de l'utiliser. D'ailleurs, enchaînons par le freinage qui vraiment est très mordant pour le coup. Il y a de la progressivité quand même, mais on sent que dès qu'on commence à appuyer un petit peu sur le levier, poum, ça appuie quand même sacrément fort au niveau des freins. Ils sont vraiment bien puissants. Donc en final, qu'est-ce qu'il en résulte de cette moto? C'est une maniabilité que j'ai trouvée excellente. Donc dans le cadre de mon style de motard, à savoir quelqu'un d'1m82 et de 65 kg, j'ai trouvé vraiment que la moto était super maniable, très très joueuse, qui freinait bien, qui avait un bon équilibre. Donc vraiment, je l'ai trouvé super agréable à utiliser sur route. Et ce que j'ai ressenti en fait, c'était vraiment une sensation de confiance et de contrôle extrêmement importante quand j'étais à son guidon. Et pour ceux qui pourraient se dire ouais mais 77 chevaux c'est vraiment pas assez, on va vite se traîner et s'ennuyer, eh bien franchement j'ai pas trouvé du tout que c'était ennuyant, au contraire j'ai trouvé très très amusante. Heureusement d'ailleurs que la protection au vent est très mauvaise pour vous rappeler à l'ordre au niveau de la vitesse, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais très souvent limite au niveau des vitesses, voire des fois un petit peu au-dessus, donc c'est pas très bien. Parlons-en de la protection au vent, puisque clairement pour moi c'est le plus gros défaut en fait de cette moto, c'est la protection au vent. J'ai l'impression de rouler un roadster, pour être honnête. Il n'y a pas vraiment de protection au vent. Après, je caricature, il y a quand même un petit peu de protection au vent grâce à ce système de bulles, mais ça va vous protéger jusqu'aux épaules grand maximum. Donc vous allez prendre tout l'air dans le casque, ce qui peut un petit peu surprendre parce que pour les gens qui sont habitués à rouler avec des trails qui protègent bien, on prend dans les épaules, on prend dans la tête, donc ça peut un petit peu fatiguer quand vous enchaînez 2 heures, 2 heures et demie de route. En revanche, la protection au niveau donc du corps, elle est bonne. Le réservoir, il est assez large, il y a des carénages qui viennent aussi bien vous protéger au niveau des jambes. Par contre, la partie basse, vous le voyez, il n'y a absolument rien pour protéger le bas des jambes. Donc c'est pas la panacée, c'est corrigible quand même, mais c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu le plus gros grief qu'on pourrait reprocher à cette moto. Pour terminer cette partie usage sur route, je vous propose qu'on se concentre un petit peu plus spécifiquement sur l'usage donc en ville, en départemental, en interfile et sur autoroute. Alors en ville, globalement, ça s'est très bien passé. La moto étant très agile et très maniable, c'était hyper simple de la manipuler. Le guidon est pas trop large, il fait 92 cm de large avec les rétroviseurs compris, donc ça reste totalement gérable. On peut se permettre de passer sans trop de difficultés entre les voitures. L'accélération et l'embrayage ainsi que la souplesse moteur font que la moto est aussi sympa à utiliser. On se retrouve pas avec des à-coups en permanence quand on veut l'utiliser en ville. On n'est pas tout le temps non plus en train de changer de rapport, mais c'est vrai qu'on oscille quand même beaucoup entre le rapport 1, 2, 3, voire 4. Le rayon de braquage est également très bon, donc vous pouvez faire des demi-tours sans forcément faire 50 manipulations. Et surtout, on est bien sur ses pieds, donc c'est facile de reculer et de gérer la moto pour faire des manœuvres, pour se garer, enfin bref. La moto ne pose aucun souci dans le cadre d'un usage urbain. Sur départemental, là aussi, l'agilité et la dynamique en fait de la moto vont venir primer, ce qui fait qu'on a une mise sur l'angle et une stabilité qui est vraiment super agréable. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait l'amortisseur de direction qui aide aussi justement à ce qu'elle soit efficace, mais je me suis bien amusé et je me suis retrouvé à passer vraiment à des très très bonnes vitesses dans les courbes. Enfin bon, ce sont les virages du nord et les virages par chez moi. J'ai pas les virages des mecs qui sont dans le sud ou dans la montagne, bien entendu. Et le freinage, je l'ai trouvé là aussi vraiment bien dosable, ce qui fait qu'on peut facilement gérer ses entrées de courbe sans aucune difficulté avec la moto. Pour la partie autoroute et interfile, là aussi ça se passe très bien. On arrive bien à gérer les freinages d'urgence quand il y a des galères. On est bien assisté quand même par l'électronique qui vient aussi tout contrôler en cas de problème si on se retrouve à freiner comme un bourrin. Et après pour l'autoroute, dans l'état tel qu'elle est, c'est pas forcément son meilleur cas d'utilisation. Je pense que si vous voulez faire pas mal d'autoroute, faut changer la bulle, faut en mettre vraiment une haute, et il faut peut-être aussi changer les pneus. Pourquoi je dis ça? Parce que les Anaki 3 sont quand même assez bruyants. J'étais assez étonné, c'est la première fois que je roulais avec ces pneus-là, je les connaissais pas auparavant. Et c'est des pneus qui génèrent en fait une espèce de fréquence sonore à 90, 110 et 70. Je sais pas pourquoi spécialement à ces vitesses-là, mais ils génèrent un sifflement aigu qui est pas super agréable à entendre. Donc j'ai pas réussi à bien vous l'enregistrer parce qu'avec les bruits de vent, etc., c'était compliqué. Mais je me suis renseigné et j'ai remarqué que j'étais pas le seul à avoir fait cette remarque-là, et c'est pas spécifique à la F750 GS. C'est après mieux, c'est assez spécifique à ces pneus-là. Donc c'est un peu dommage, je pense qu'elle gagnerait encore en confort et en silence si vous changiez la monte pneumatique. Mais bon, ça se fait avec le temps. Une fois que vous avez cramé la monte, vous remettez autre chose. Sinon sur autoroute, à part la prise au vent, le reste tout se passe bien. Il n'y a pas de vibration au niveau des repose-pieds parce qu'il y a des caoutchoucs vraiment épais qui absorbent bien les vibrations. Il n'y a pas de vibration non plus au niveau du guidon. Il n'y a pas de système de chimie parce que l'amortisseur de direction vient vraiment bien absorber en fait tous les problèmes de vibration ou de mouvement du guidon. Même quand vous êtes en 6ème à 110, 120, 130, si vous tirez sur la poignée, il
y a du répondant, donc vous pouvez vous retrouver à des vitesses prohibées sans aucune difficulté en quelques secondes. Donc vous n'êtes pas obligé de redescendre un rapport pour pouvoir dépasser quelqu'un. Et pour information, la vitesse max est de 190 km/h, donc vous avez largement de quoi voir venir, sauf si vous êtes en Allemagne bien entendu. Dernier détail à vous partager, c'est tout ce qui est la partie éclairage de nuit, puisque ça y est, il commence à faire nuit très tôt, donc j'ai eu l'occasion de rouler quand même pas mal de nuit. Et vraiment, la puissance d'éclairage de la moto d'origine est vraiment très bonne avec ses feux full LED. C'est hyper efficace, on voit vraiment bien, on voit loin. Et on se retrouve pas forcément dans le besoin de mettre régulièrement les pleins phares, même quand on roule totalement de nuit. Là, je vous mets les pleins phares, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence. Ça n'éclaire pas non plus énormément plus loin parce que justement, les feux d'origine sont bien réglés, bien calibrés. Et côté éblouissement des autres, j'ai jamais eu d'appel de phare d'aucun motard ou aucun automobiliste. Donc c'est qu'en plus, les feux sont bien réglés et ils ne se retrouvent pas à aveugler les gens qui sont en face de soi. Donc voilà pour la partie route, j'ai vraiment voulu m'attarder, vous détailler le plus possible parce qu'on est sur un trail routier, donc forcément on va l'utiliser majoritairement sur route, voire exclusivement sur route. Mais tout de même, je souhaitais quand même vous parler un petit peu de l'usage en chemin parce que sur Facebook, Twitter, quand je vous en ai parlé pour vous prévenir que j'avais la moto en essai, vous avez été plusieurs à me demander en fait des petites questions en message privé pour savoir est-ce qu'on peut utiliser cette F750 GS en tout terrain. Oui, ça peut être une machine qui peut être sympa pour faire un petit peu de tout terrain, mais clairement c'est vraiment pour de l'usage super occasionnel et des petits chemins, pas des trucs vraiment de bourrin comme moi vous pouvez voir dans les vidéos. C'est vraiment pour faire des choses super basiques. Alors pourquoi vraiment je considère que c'est des choses super basiques? Pour plusieurs raisons. Donc déjà la première, c'est parce qu'on est sur des jantes donc à bâton et non à rayon, donc elles sont plus sensibles quand même aux chocs, aux chutes, aux déformations, donc il faut faire quand même plus attention je trouve qu'avec des jantes à rayon. Bien entendu, il y a plein de gens qui font du off-road avec ça, mais il y a un risque supplémentaire d'abîmer la jante quand on fait du off-road avec des jantes à bâton, donc ça quand même déjà il faut faire attention. Et la deuxième raison, c'est tout ce qui est la partie de la fourche et de la suspension, parce qu'on a que 15 cm de débattement, c'est pas énorme, donc vous pouvez vous retrouver à très vite talonner en tout terrain, parce qu'avec les déformations de la route, plus votre poids, ça fait que ça peut vite talonner. Et en plus, la fourche n'est pas du tout protégée, donc elle peut très facilement s'abîmer. Là, vous voyez, on a le câble ici du capteur d'ABS qui passe sur le côté. Donc je ne suis pas forcément super chaud pour vous recommander la F750 GS pour vraiment faire du off-road sérieusement. Par contre, faire un petit chemin de temps en temps, tout joli, tout mignon, ça craint rien, faut pas non plus exagérer. Si vraiment vous souhaitez partir sur du off-road un peu plus sérieux, je vous conseillerais plutôt d'envisager la F850 GS, qui pour le coup sera un peu plus haute certes, mais qui sera vraiment taillée pour cet usage. Bon, c'est bon, là j'ai fait le tour de toutes les choses que je souhaitais vous raconter concernant l'usage sur route et en off-road. On va attaquer donc l'avant-dernière partie, à savoir tout ce qui concerne la consommation et les entretiens de la moto. Alors au niveau consommation, donc comme je le disais en introduction, le réservoir est de 15 litres. BMW annonce une consommation moyenne de 4 litres 1 au 100. Moi j'étais plutôt sur du 4 litres 9 au 100. Donc on est vraiment proche de la réalité, sachant que sur cet essai, je ne suis pas allé de main morte quand même sur l'accélérateur, je me suis fait bien plaisir. J'étais un petit peu différent quand même de mon usage classique que je fais avec ma Tiger. J'étais un petit peu plus lourd sur la poignée pour la tester, pour m'amuser. Donc je pense vraiment qu'on peut tomber à 4 litres 1, 4 litres 5 en termes de consommation sans aucun souci dans un usage tranquille du quotidien. Après, comme d'habitude, je le précise, je n'habite pas à la montagne, j'habite pas dans des zones extrêmement vallonnées, donc je suis plutôt sur des terrains plats. Je roule beaucoup sur des zones à 120 km/h, 110, 90 km/h. J'hésite pas à utiliser la 6e, donc je suis quelqu'un qui est quand même assez calme sur l'accélérateur, ce qui fait que j'arrive quand même pas mal à me rapprocher des consommations estimées par les constructeurs. Le résultat, c'est que ça m'a permis d'avoir en moyenne 250 km d'autonomie avant que la réserve ne se déclenche, et globalement avec la réserve, je pense qu'on peut pousser facilement à 300 km sans trop de difficultés si on est tranquille sur la poignée et qu'on n'accélère pas trop fort une fois arrivé sur la réserve. Donc c'est franchement pas mal et c'est assez surprenant parce qu'à chaque fois que vous arrivez à la station, vous avez l'impression de faire un plein de moineaux parce que vous remettez 10 litres, 12 litres de carburant, pas plus. Donc c'est assez surprenant au début. Moi je suis habitué en fait aux 20 litres de ma Tiger et j'imagine pas les gens qui sont habitués à des plus gros réservoirs encore. Là le fait qu'il n'y ait que 15 litres, ça fait vraiment une moto qui est super économique en termes de consommation de carburant. Et on sait qu'en ce moment, c'est particulièrement important ce genre de détails. Côté révision et entretien, sachez que les révisions se font donc tous les 10 000 km sur cette moto, avec donc un système alternatif de une petite révision, une grosse révision. De ce fait, on est en moyenne à 250 € la petite révision et 500 € la grosse révision. Ce qui fait qu'à 10 000, vous êtes à 250, 20 500, 30 000, 250, 40 500. Bref, vous voyez un petit peu le schéma, c'est tout le temps ce système-là. Et pour le coup, c'est assez classique sur des motos haut de gamme. Chez Triumph, on est à peu près dans les mêmes prix. On est un petit peu moins cher, mais de pas grand-chose. Chez KTM, on est à peu près pareil. Chez Honda, avec l'Africa Twin que j'avais testé, on était aussi globalement dans ces tarifs. Au niveau des consommables, on est sur des pneus très standards, donc pareil, les prix sont pas du tout déconnants. Et au niveau de la chaîne, c'est pas une grosse chaîne, donc pareil, en termes de tarifs, ça reste tout à fait raisonnable. On est dans les 150 € grand maximum pour changer la chaîne. Dernière partie à aborder, ça va être tout ce qui est la partie des tarifs, options et accessoires, puisqu'il faut savoir que cette F750 GS démarre à 9 950 € en France et 9 990 en Belgique. Donc ça, bien entendu, il s'agit des prix de base, des prix d'appel sur ces machines qui sont dans ce cas-là pas beaucoup équipées.
L'intérêt de prendre une BMW, c'est de la prendre avec les équipements, de la prendre avec les options qui font qu'on va bénéficier d'une expérience un peu haut de gamme, un peu différente. Et dans ce cas-là, si vous vous retrouvez avec la moto que j'ai ici, donc à savoir avec tous les packs d'options, donc pour le coup elle est vraiment presque toute option, on est sur un peu moins de 14 000 €. Donc concrètement, vous rajoutez à peu près 4 000 € d'accessoires pour vraiment avoir une vraie BMW F150 GS bien équipée. Donc là, en se plaçant à 14-15 000 €, BMW en fait vient affronter directement en frontal Triumph avec la Tiger 800 XRT, leur modèle routier, qui là aussi est vraiment très haut de gamme et très haut placé en termes d'équipement. Et la différence, c'est que BMW aura un petit peu plus d'équipement en fait que la Triumph. Donc par exemple, je pense au Keyless Ride, le système de démarrage sans clé, l'écran Connectivity qui pour le moment est plus avancé que l'écran Triumph, mais je sais que Triumph est en train de travailler dessus pour améliorer ça. Par contre, ce que BMW n'aura pas par rapport à Triumph, c'est la protection au vent. Clairement, la Tiger 800 sera quand même bien plus efficace en termes de protection au vent. Même si vous changez la bulle, le fait qu'elle soit réglable sur la Tiger, c'est quand même plus sympa. Ça, vous n'aurez pas. Et la Triumph aura également en plus la selle chauffante que là, vous n'aurez pas et qui n'est pas non plus disponible en option. En conclusion, j'ai vraiment bien apprécié ma semaine passée avec cette F750 GS. C'est vraiment une moto qui est très attachante si vous cherchez un trail routier qui est maniable, qui est joueur, qui est dynamique, qui est vif. Et ça en fera donc un très bon trail routier pour des gens qui sont pas trop lourds, parce que clairement, je pense que cette moto-là, si vous faites plus de 85 kg, c'est pas forcément le top. Il faut vraiment être dans cette catégorie inférieure pour pouvoir être à l'aise et pas avoir ce problème de cheval à bascule au niveau de la suspension vu qu'elle n'est pas réglable. Elle sera également parfaite si vous cherchez un trail routier qui est assez bas, parce que justement, par exemple, vous n'êtes pas très grand, vous faites 1m70, pareil, elle fera vraiment bien l'affaire pour vous. Et elle fera également le bonheur des motards recherchant une moto richement équipée, puisque clairement, là, en modèle toute option, elle est dotée de niveaux d'équipement que l'on retrouve habituellement sur des cylindrés supérieurs à 1000 cm3. Cette moto a un prix d'appel inférieur à 10 000 €, certes, mais je trouve que l'intérêt de cette F750 GS réside dans l'expérience que l'on vit à son guidon sur le modèle haut de gamme, qui représente bien plus BMW et le savoir-faire de la marque allemande. Elle n'est pas parfaite, c'est indéniable, il y a quand même des petits détails et des touches d'attention qui sont manquantes, mais pour autant, elle propose quand même quelque chose d'assez unique sur le marché dans cette cylindrée. Ce n'est pas juste un guidon et deux roues, c'est un tout qui fait que l'on s'y sent bien et que l'on est en confiance à son guidon. Elle ne fera pas consensus, elle plaira pas forcément à tout le monde, et ça j'en suis conscient, et c'est pour ça que je le dis directement dans cette vidéo, et je suis sûr que dans les commentaires, il y aura des gens qui vont me dire moi je l'ai essayé et ça ne m'allait pas du tout, et c'est normal, c'est vraiment pas une moto qui pourra plaire absolument à tout le monde. Voilà, c'est donc tout ce que j'avais à vous partager concernant cette BMW F750 GS. J'espère que ça a été assez complet, assez exhaustif, que j'ai pu répondre à toutes vos questions sur cette machine. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des compléments d'informations à apporter, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique sous cette vidéo, dans la partie commentaires. Évidemment, si vous souhaitez retrouver une version écrite de ce test, je vous mets le lien ici pour retrouver mon article sur mon site motaradventure.com afin que vous puissiez retrouver plus d'informations, plus de photos. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je vous mets juste ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!